Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Controverse. Le 30 janvier prochain, les grands électeurs, notamment les conseillers municipaux et départementaux, ont rendez-vous avec les urnes. C'est pour procéder à l'élection des 52 sénateurs devant siéger 5 années durant au palais Omar Bongo, siège de la haute chambre du Parlement. Il s'agit d'un vote au suffrage universel indirect. Un suffrage universel indirect au terme duquel seront élus les prochains représentants des collectivités locales tout au long de la 5e législature du Sénat. La particularité de l'élection d'une partie des sénateurs cette année intervient au lendemain de la modification controversée de la loi fondamentale qu'est la Constitution gabonaise et qui avait soulevé une levée de boucliers au sein aussi bien de l'opinion que de la classe politique. Parmi certaines dispositions modifiées et qui revêtent un caractère innovant, celle relative à la nomination par le président de la République d'un bon nombre de sénateurs, en sus de ceux qui seront élus au scrutin du 30 janvier prochain. Question de controverse aujourd'hui, sénatoriale 2021, quid des sénateurs nommés par le président de la République. Pour débattre de cette thématique aujourd'hui, dans ce 1e numéro de l'émission Controverse, deux invités et non des moindres, deux habitués des grands débats publics. Il s'agit de Jonathan Ntoutoumgom. Il est porte-parole de Démocratie Nouvelle, c'est un parti de l'opposition. Monsieur Jonathan, bonjour. Bonjour. Et Pascal Koulou est président du BDP, Bloc démocratique populaire, parti proche de la majorité. Monsieur Koulou, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment François. Vous allez? Ça va. Avec moi, François Nzengue, votre humble serviteur pour conduire le débat. Arnaud Gozogo, bonjour. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. Pierre Dézéling, bonjour à tous les auditeurs de Radio Dora. Première question à nos deux invités. On va commencer par monsieur Jonathan Ntoutoum. Il fut un moment où des voix se sont élevées pour réclamer on va dire, qu'on ne puisse abolir, ou bien mettre fin à la chambre haute du Parlement, excusez-moi, à la chambre haute du Parlement, donc le Sénat. En l'état actuel de notre système institutionnel, pensez-vous que le Sénat est encore important ou est nécessaire? Merci de nous inviter sur vos antennes. Première question laconique, le Sénat est-il important? Je pense que les institutions ne valent que ce que valent les objectifs qu'on leur assigne. De ce point de vue, je pense que en instituant un système bicaméral, c'est-à-dire un système de parlement à deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, le président Omar Bongo à l'époque avait donc estimé nécessaire que cette institution avait droit de citer dans notre pays. Et je pense que le Sénat a eu des missions qui lui ont été assignées qui, de manière mitigée, sont remplies ou moins remplies ou sont en train d'être remplies. Donc, je ne peux pas, en tant qu'acteur politique, dénier le rôle du Sénat ou bien dénier l'importance de cette institution, si tant est que la plupart des pays africains aujourd'hui sont en train de se doter du Sénat, notamment le Cameroun, notamment la RDC, d'autres États et bien d'autres pays. Non, d'autres États les ont supprimés, mais peut-être une mutation de la raison sociale, donc une mutation de nom. Je veux pour exemple le cas du Sénégal. Le Sénégal a supprimé l'appellation Sénat, mais lorsque vous remarquez la chambre des hauts conseillers, ça fonctionne exactement comme le Sénat. Donc de ce point de vue, bon, chaque État est souverain et est libre
de se doter des institutions qu'il estime nécessaires pour son fonctionnement. Et je pense, pour ce qui est le cas du Gabon, et depuis le président Omar Bongo, on avait estimé que le Sénat était important pour des objectifs bien précis. Et donc, de ce point de vue, je pense que cette chambre est là, c'est la chambre haute du Parlement, et le débat sur son importance ou pas ne se pose plus. Pascal Nkoulou, la même question. Le Sénat, toujours important, toujours nécessaire. Écoutez, tout en sachant que comparaison n'est pas raison, avec 1,5 million d'habitants, c'est nécessaire de... Nous sommes 2 millions d'habitants, oui, à peu près, M. François. Oui, à peu près, estimé à 2 millions. Les institutions ne sont pas a priori, comme je dis, fonction du taux de la population. C'est en fonction des exigences politiques, du besoin de démocratie, mais également du besoin de renforcer l'outil institutionnel. Et je crois que pour ce qui est du cas du Gabon, c'est exactement ce besoin, celui de renforcer l'outil institutionnel, celui de renforcer une meilleure participation. Et comme on peut le noter, on a 2 chambres. La première, c'est l'Assemblée nationale, à une élection directe où le citoyen interfère, donc participe au-delà de l'activité politique de notre pays, au travers donc des élus nationaux. Et le Sénat, qui est une chambre haute, a d'autres missions, a des missions non seulement de renforcer celles déjà dévolues à l'Assemblée nationale, mais nous pensons, nous, que le fait que ce soit le collège des élus locaux permettrait de renforcer également ces autres structures intermédiaires qui participent de manière évidente au développement de nos pays, c'est-à-dire les assemblées locales et départementales. Donc je crois qu'à ce niveau, un meilleur regard, une deuxième pression qui est faite sur des élus de haut niveau permettrait de booster le développement de nos différentes localités en mieux, mais également de renforcer et à la fois la mémoire, parce que comme vous le savez un peu partout, le Sénat est souvent une concentration de personnalités politiques ayant fait montre d'engagement et de notoriété. Donc, progressivement, le Sénat sert également à construire une mémoire institutionnelle, une mémoire politique, une mémoire de fait et d'acquis pour une nation. Donc, c'est une institution importante. Vous n'êtes pas d'avis avec ceux qui estiment que le Sénat c'est un gouffre à sous? Bon, je ne pense pas, il ne faut pas toujours, je l'ai dit, lier l'importance d'une institution à son coût. C'est à terme, le Sénat au Gabon avait déjà existé. Il a été supprimé puis réhabilité par Omar Bongo. Aujourd'hui, on ne peut pas, au regard des problèmes qui sont les nôtres, problème de mieux cerner l'actif citoyen, problème de mieux engager le citoyen, estimer que construire cet outil institutionnel est un gouffre à sous. Je crois qu'on dépense bien plus d'argent dans beaucoup d'autres domaines qui, relativement construits au Sénat, peuvent ne pas être beaucoup plus utiles à la vie de la République. Oui, Jonathan Goudou, justement, Pascal Nkoulou le disait tout à l'heure, il ne faut pas parler de gouffre à sous, il faut parler de dépenses, mais pourtant, sorti du dialogue politique d'Angondje, on a réduit le nombre de députés et de sénateurs pour faire des économies. Et pour augmenter les députés, le nombre de députés à 143. Oui. Non, je ne pense pas. J'ai pris part, tout comme mon frère Pascal Nkoulou, nous avons pris part au dialogue politique d'Angondje. Je pense que ce n'est pas réellement par souci d'économie qu'on a dû réduire le nombre de sénateurs. Il y a plusieurs facteurs dans tout agissement politique. On ne peut pas lier une décision politique à un seul facteur. Mais globalement, il s'est retrouvé qu'on avait affaire à la révision de la carte non seulement la carte électorale, mais aussi des circonscriptions politiques. Et de ce point de vue, il s'est posé quelques anachronismes entre le nombre de députés et le nombre de sénateurs. Et en même temps, vous savez, il fallait retenir des critères de redéfinition de la circonscription, des circonscriptions politiques au niveau de notre pays. Et donc, de ce point de vue, il s'est retrouvé que pour avoir une carte électorale et pour avoir un nombre de représentants, on a dû tenir compte d'un certain nombre de critères. C'est ce qui a suscité, par exemple, l'augmentation du nombre de sièges de députés et en même temps, compte tenu des critères de représentativité de la part des sénateurs qui représentent des assemblées locales et départementales, bien entendu, il est arrivé qu'on fasse des arbitrages à ce niveau, et c'est ce qui a concouru, bien entendu, à la diminution du nombre de sénateurs. Mais ceci dit en passant, je pense que l'idée
de la nomination d'un certain nombre de sénateurs avait déjà été évoqué au niveau du dialogue politique d'Agadez. Mais à ce moment-là, cette idée n'avait pas prospéré et je pense qu'on fait juste un rattrapage pour que finalement, le nombre qu'on voulait arrêter au départ au niveau du dialogue politique d'Agadez pour qu'un certain nombre de sénateurs soit élu et un autre nommé par le président de la République, ben, c'est ce rattrapage-là, je pense, qui a fait l'objet, entre autres, de cette révision constitutionnelle. Donc, pour me résumer, il n'a pas été fondamentalement question d'un souci d'économie. Et je pense que Pascal vous l'a dit tout à l'heure, si vous regardez les gens ont très tôt fait l'opinion dans la mémoire collective des Gabonais, de nos compatriotes, on pense toujours que c'est les institutions politiques qui sont des gouffres à sous. Mais si vous regardez bien la vie de la nation, et nous ne sommes pas là pour ça, mais vous verrez bien, et vous pourriez être déçus de constater qu'il y a bien des domaines où notre pays engage des dépenses et qui n'ont rien à voir avec la politique et qui n'ont pas tout de suite un impact au niveau des populations. Mais nous ne sommes pas là pour ça, mais je peux vous assurer que ça n'a pas été justement par souci d'économie qu'on a dû revoir à la baisse le nombre de sénateurs. Alors, vous dites pas par souci d'économie, parce qu'en Koulou, on a dit 52, officiellement c'était 52, vous dites que c'était... Non, officiellement c'est 52, c'est 52. Si vous dites officiellement, 52, ça veut dire qu'en privé, il y a un nombre. Non, c'est 52. Vous avez eu l'idée, c'est 52. Vous avez eu l'idée, n'est-ce pas, d'avoir des sénateurs, je vais revenir avec les députés, des sénateurs élus 52 et quelques-uns aussi nommés. Alors, je veux vous poser la question de savoir, est-ce que le fait que le président de la République puisse nommer des sénateurs, c'est un recul ou une avancée? Bon, écoutez, on ne peut pas parler en termes de recul. Le principe de la vie dans une société, c'est qu'on progresse toujours vers quelque chose d'excellent, de meilleur. Oui, mais je considère que... Ngom parlait justement de ce qui se faisait avant. Oui, non, mais ce qui se faisait avant, qu'est-ce qui se faisait avant? Avant, on avait une assemblée constituée de 2 parlements. Aujourd'hui, nous avons toujours une assemblée constituée de 2 parlements. Des raisons la nomination des sénateurs, on parle superficielles, donc démographiques, ont voulu que l'on donne une meilleure représentativité à la population qui vote pour un meilleur actif participatif à la vie politique et réduire le nombre des sénateurs tout en le réduisant. Il y a quand même une marge présidentielle qui a été admise, c'est-à-dire le chef de l'État va nommer un certain nombre de sénateurs. Bon, aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, et qui est votre question également, c'est celle de savoir, est-ce que le fait de nommer des députés, des sénateurs plutôt, est une forme de recul? Pas du tout. Vous savez, nous devons vivre à la fois dans l'espace... Puisqu'on revient à l'ancien système, par son Koulou. Oui, s'il vous plaît, je voudrais vous dire seulement que nous devons à la fois vivre dans notre espace du moment. Quand vous regardez à travers le monde, le fait de nommer des sénateurs n'est pas un acte unique au Gabon. C'est quelque chose que l'on vit et que l'on constate et qui existe depuis de longues années dans des grandes démocraties. Je peux même vous dire que, prenez un pays comme l'Angleterre, est-ce qu'il vous viendra à l'idée d'imaginer que le fait qu'un sénateur anglais soit nommé constitue une entorse ou un recul à l'expression de la démocratie ou à l'efficacité de la démocratie anglaise? Pas du tout. Et attention, tenez-vous bien, vous savez qu'en Angleterre, il y a des sénateurs de droit héréditaire. Ça veut dire, mon grand-père, mon arrière-grand-père était sénateur, mon père doit être sénateur, si je veux, je serai sénateur. En tout cas, dans notre lignée familiale, nous avons un siège acquis à la Chambre des Lords. Donc pour vous, c'est une avancée démocratique. Non, ce qu'il faut souhaiter, c'est que... Pascal Koulou, pour vous, c'est une avancée démocratique. Ce que je dis et ce que je pense, c'est que aujourd'hui, il faut conduire le citoyen et tous les leaders politiques et tous les acteurs politiques à un meilleur rapport avec la loi. Nous sommes des citoyens. Notre vocation première est de renforcer les mécanismes de loi qui renforcent à la fois le socle de la République, qui renforcent à la fois la qualité, le niveau de participation des citoyens, mais qui renforcent également la puissance de la loi. Est-ce qu'on peut le faire lorsqu'on est nommé par le président? Je crois que oui. Est-ce qu'on peut le faire parce qu'on est élu par des électeurs? Je crois que oui. L'un n'empêche pas l'autre. C'est une question, un peu comme M. Jonathan l'a dit, c'est le rapport individuel que chacun d'entre nous a avec sa responsabilité. Tout le monde ne faiblit pas face à une situation parce que le mode de choix ou de nomination d'élection ne le lui permettrait pas. Non, je crois que les gens ont un rapport en fonction de ce qu'ils savent, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils souhaitent et de ce qu'ils voudraient que l'histoire retienne d'eux. Pascal Koulou, voilà. C'est une avancée démocratique ou un recul? C'est une avancée démocratique, c'est une avancée dans le mécanisme de renforcement de nos institutions.
Oui, quand on regarde, on a dit 52 sièges, 52 sénateurs. Mais quand on observe leur répartition, on a l'impression que certaines collectivités sont sous-représentées. Est-ce qu'avec la nomination d'une partie de ces sénateurs, on pourrait par exemple rééquilibrer la représentativité de telle ou telle circonscription? S'il vous plaît, je crois qu'il faut éviter les schémas tout faits. Vous savez, les mécanismes de caricature que l'on voit ici et là ne sont pas de nature justement à renforcer le socle de la République. Nous avons dans ce pays 48 départements, oui ou non? Vous les avez. Donc si jamais la loi décide qu'il faut dorénavant un sénateur par département, il va de fait que certaines provinces auront plus de sénateurs que d'autres. Je ne vois pas en quoi est-ce que cela constituerait une forme de privilège indu à d'autres et de refus de citoyenneté non reconnu à d'autres collectivités. Nous sommes dans une république. Le principe, c'est que la république est une et indivisible. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir segmenter en disant telle localité a plus de sénateurs, telle localité avait déjà plus de départements. Ça n'a jamais posé un problème. Maintenant, si toutefois d'autres circonstances conduisaient à ce que l'on revisite la carte administrative de notre pays, bon, on aura certainement moins de collectivités locales. Du coup, comme on l'a fait pour les sénateurs, ben on réduirait également le nombre de députés, le nombre de maires, ainsi de suite. Mais pour l'instant, nous avons 48 départements. Et les 48 départements sont représentés à taux équitable. L'Estuaire, par exemple, qui est quand même la province la plus développée, comparée à d'autres provinces, n'a qu'à portion congrue. Monsieur Jonathan, quel est le critère qui a été retenu dans la répartition? Non, monsieur Ngozogo, je ne sais pas ce que vous appelez l'Estuaire et la province la plus développée. La plus peuplée, je veux dire. Je veux dire, la plus peuplée, mais vous n'êtes pas sûr que tous ceux qui habitent l'Estuaire sont de l'Estuaire. Ben, je vous parle en géographe. Vous n'êtes pas sûr que... C'est un critère qu'on a souvent peut-être manipulé, mais sans toutefois s'entourer de quelques garanties démographiques que ce soit. L'Estuaire, certes, est la province la plus peuplée, mais quelle est véritablement la population de l'Estuaire en termes d'autochtonie, si vous voulez? Donc, de ce point de vue, je pense que nous le comprenons, mais vous savez, un critère est un critère, un choix est un choix. Un choix est forcément douloureux parce que vous devez laisser un élément. Vous aimez deux choses à la fois, mais si on vous demande de choisir une de ces choses, mais forcément, vous serez un peu malheureux parce que on vous oblige à laisser l'une des choses que vous aimez. Donc, de ce point de vue, c'est un choix. Un choix a été opéré. On a dit un sénateur par département. Bien évidemment, la province du Moyen-Ogooué, qui n'a que 2 départements, va se retrouver avec 2 sénateurs. Nous le regrettons, mais c'est comme ça par rapport au choix qui a été opéré. Bien entendu, je vous suis en filigrane. Le Haut-Ogooué aura forcément le plus grand nombre de sénateurs ayant le plus grand nombre de départements. 11 au total. 11 au total. Mais il y a quand même une fenêtre avantageuse qui a été ouverte à l'Estuaire. L'Estuaire, disons à l'Estuaire notamment, Libreville. Donc il y a le grand Libreville avec la commune de Vendo, avec la commune d'Akanda, avec certains arrondissements. Je pense qu'on a dû ajouter un sénateur par arrondissement. Donc l'Estuaire se retrouve avec un peu plus de sénateurs en termes de circonscription, pas en termes de département. Donc Libreville se retrouve, Libreville qui aurait pu avoir un seul sénateur, se retrouve avec un peu plus de sénateurs à cause des appendices que constitue la commune de Vendo et la commune d'Akanda. Donc de ce point de vue, nous ne pouvons pas retenir cela comme étant un critère subjectif. Mais la question aujourd'hui, ce n'est pas pourquoi il y a tant de sénateurs à ce niveau. Et la question, je pense, la question c'est de savoir est-ce qu'il est important que le président de la République nomme un certain nombre de sénateurs. Et là, moi, je dis oui, c'est pour peut-être corriger certains manquements que vous relevez. Qui ne vous dit pas que dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, ben, il ne fera pas en sorte que le Moyen-Ogooué ait peut-être 2 sénateurs de plus pour en faire 4. Pourquoi il ne fera pas, pourquoi peut-être l'Angouné ne pourra pas avoir un peu plus de sénateurs? Non. Nous ne sommes pas dans le secret de Dieu du président de la République, mais toujours est-il que ce levier va pourrait lui permettre de corriger un certain nombre de déséquilibres
démographiques, un certain nombre de déséquilibres politiques à tel niveau, un certain nombre de déséquilibres culturels. Seul le président de la République détient le secret des raisons pour lesquelles il est amené à nommer un certain nombre de sénateurs. Donc de ce point de vue, nous pensons que nous attendons la loi organique qui devra préciser le nombre de sénateurs, la loi organique et les textes d'application de cette modification de la Constitution, bien entendu, mais qui devra, ces textes qui devront préciser le nombre de sénateurs que le président de la République sera amené à nommer. Et la répartition par province, seul le président de la République et son entourage pourraient le savoir. Pour l'instant, nous ne pouvons pas spéculer sur le sexe des anges pour savoir est-ce que tel ange est de sexe masculin ou tel ange est de sexe féminin. Nous, on dit, le président de la République va nommer un certain nombre de sénateurs, et bien nous attendons que le président de la République nous surprenne d'abord par le nombre et puis par la répartition. À ce niveau, nous ne pouvons pas spéculer. Bon, on ne peut pas spéculer, mais on peut au moins parler de la légitimité des sénateurs qui seront nommés par le président de la République. Bon, d'accord. Voilà, c'est même là, je pense, de mon point de vue, le thème principal de notre invitation ici. Alors, il faut d'abord définir ce que c'est que la légitimité. Parce que cette question tend à revenir régulièrement dans les conversations des compatriotes, ils ne seront pas légitimes. Mais j'ai envie de vous dire que la légitimité est la qualité de ce qui est fondé en droit et en justice, ou en qualité. La légitimité repose sur une autorité qui est fondée sur des bases juridiques ou sur des bases éthiques ou morales et permet donc de recevoir le consentement des membres d'un groupe. En français simple, ça veut dire quoi, M. Jonathan? En français simple, ça signifie que la légitimité procède de la volonté populaire. Tout à fait. De ce point de vue, le président de la République, qui est un élu national, et à partir du moment où le président de la République... Vous allez chercher bien loin, là, M. Jonathan. Attendez. On oppose souvent la légitimité, la légalité. Là, ce n'est pas la politique. Je vous fais une démonstration des sciences politiques ou de la géopolitique. Oui. Le président de la République est un élu national. Il a été élu par l'ensemble des Gabonais, au moins par la majorité des Gabonais. Tout à fait. Mais à partir du moment où le président de la République vous nomme, il y a ce qu'on appelle un transfert de légitimité. Il y a un transfert de légitimité. Oui, mais les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Oui. Par les collectivités ils sont locales. Universel indirect. Oui. Mais lorsque le président de la République est amené à nommer un sénateur, oui, mais ce sénateur, d'une manière ou d'une autre, est légitime. Parce que... Comment peut-il essayer de nous expliquer, monsieur? Attendez, je pense qu'il va... Parce que le docteur Jonathan dit, c'est un élément simple, c'est un élément de droit. Vous savez, lorsque vous prenez la Constitution, dans les actes d'acquis du chef de l'État, il prête serment au nom du peuple gabonais. Il rend la loi et la justice au nom du peuple gabonais. Ça voudrait dire que c'est cette légitimité au nom du peuple gabonais qui confère à tous les actes républicains que le chef de l'État pose. C'est pour cela, lorsque vous êtes nommé en Conseil des ministres, vous avez la légitimité de votre nomination et la légalité de cet acte, parce que cet acte est posé par celui qui en détient les attributs. Donc la nomination des sénateurs est également couverte par cette, cette légitimité transférée et cette base juridique qui fait en sorte que, la nature même de l'institution, qui elle-même repose sur des textes de droit, fait en sorte que lorsque vous êtes membre, vous avez la légitimité de l'institution, vous avez la légalité des actes de l'institution et vous opérez dans un cadre légal qui fait de vous aujourd'hui qu'il y a un transfert de légitimité. Alors, vous nous appelez aujourd'hui qu'il y a un transfert de légitimité. Essayez de nous expliquer maintenant au niveau de la reddition des comptes. Comment ça se passe? La plupart des parlementaires vont dans leur fiat politique pour faire le compte rendu parlementaire. Mais au niveau de ceux qui seront élus, ils vont faire le compte rendu parlementaire. À qui? Bon, s'il vous plaît. Ceux qui seront... Ne nous perdons pas sur des actes annexes. Non, mais allez faire le compte rendu. S'il vous plaît, allez faire le compte rendu. À qui devrait-il rendre des comptes? Au peuple? Oui. Ou au président de la République? Je veux bien. Mais écoutez, est-ce que vous avez déjà vu les sénateurs faire des comptes rendus aux populations? Quelques-uns, oui. Et à quelle population? Les sénateurs sont élus par les conseils municipaux, les conseils départementaux et les députés. Oui. À quelle population vont s'adresser les sénateurs? Ceux qui s'adressent aux populations, ce sont les députés de l'Assemblée nationale qui ont des circonscriptions électorales géographiquement localisables.
Le sénateur, sa circonscription géographique, c'est celle qui vient d'être définie, c'est soit le département des communes ou c'est tout l'arrondissement. Mais son électorat, ceux à qui il rend compte. C'est pour cela qu'on pensait que l'élection du Sénat allait impacter le développement des communes parce que les élus, ces élus, ont comme collège électoral les conseils municipaux qui devraient attendre d'eux un meilleur regard par rapport à leurs institutions locales. Donc, où voulez-vous qu'un sénateur aille s'entretenir avec des populations? Oui, mais en français simple, pour reprendre ce que Pascal Moukoulou vient de dire, vous nous dites les députés font des comptes rendus parlementaires aux populations qui sont censées les avoir élus. Et que des sénateurs nommés. Mais nous, on vous répond à la question suivante. On n'est pas en droit de vous poser des questions, mais on se pose la question de savoir, puisque les sénateurs élus le sont de manière indirecte par des conseillers municipaux et départementaux, mais à qui les sénateurs élus font des comptes rendus parlementaires? Ils le font à leur base politique. À qui? À leur base politique. Quelle base politique? Ils sont élus. Mais peut-être à ce moment-là, c'est peut-être par imposture. Ceux à qui devraient faire des comptes rendus parlementaires, ce sont les conseillers qui les ont élus et pas les populations. En principe. Donc vous voyez que la question que vous posez n'est pas tout à fait fondamentale. Parce que s'il y a compte rendu à faire à ceux qui vous ont élus, c'est aux conseillers municipaux ou aux conseillers départementaux, puisque vous êtes élus au suffrage universel indirect. Mais lorsqu'ils vont dans les circonscriptions, mais êtes-vous sûr que s'ils s'étaient présentés comme sénateurs à une élection indirecte, ils auraient été élus? Point d'interrogation. Oui, donc, cette question de légitimité des sénateurs nommés ne se pose pas, parce que ces gens bénéficient de la légitimité du chef de l'État, qui lui est légitime vis-à-vis du peuple gabonais. Et comme le président de la République agit au nom du peuple gabonais selon la Constitution, quand le président de la République nomme un sénateur, il le nomme aussi sa légitimité. Alors donc, ça veut dire que les sénateurs qui seront nommés par le président de la République n'auront de compte à rendre qu'au président de la République. Non, écoutez, nous devons rester dans le parallélisme des formes en République. Nous avons des institutions qui s'équilibrent. Il y a d'une part le législatif et d'autre part le judiciaire et l'exécutif. Le président de la République procède d'un acte républicain que la loi lui permet de nommer des sénateurs. Naturellement, comme M. Jonathan l'a dit, ça va être pour compenser ce qu'on constate comme une forme de déficit représentatif. Le reste dans le format régulier de la République. Pourquoi voulez-vous que le chef de l'État s'interfère dans l'exécution du mandat parlementaire? Nous sommes dans la République. Et il y a, comme on dit, le parallélisme des formes, ce qui fait en sorte que, bon, le législatif s'exécute, l'exécutif s'exécute, le judiciaire s'exécute, chacun dans le cadre de mission. C'est la question de la séparation de pouvoir. Voilà. C'est la question de la séparation de pouvoir. Celui qui a le pouvoir de nommer, il a aussi le pouvoir de démettre. Bon, restons prudents. Vous savez, on peut tous ergoter sur plusieurs aspects. On attend la loi organique. Celui qui a le pouvoir de nommer, a le pouvoir de démettre. Vous posez là la question de la stabilité du mandat de ceux qui seront nommés. Mais à partir du moment où le président de la République les nomme, il les nomme. Maintenant, on attend la loi organique ou les textes d'application de cette loi. Mais maintenant, nous considérons qu'à partir du moment où les sénateurs sont nommés, ils bénéficient du même mandat que ceux qui sont élus. Donc, s'ils ont le même mandat, ils ont aussi l'immunité parlementaire. Du coup, bien entendu. Même s'ils sont nommés. Mais bien entendu, c'est les parlementaires. Je vous ai dit qu'en Angleterre, lorsque le président, il y a des sénateurs de droit héréditaire. Et lorsque le Ce sont des sénateurs anglais. Et lorsque le président qui les a nommés ne serait plus à la tête du pays, pendant que leur mandat court, on fait comment? C'est M. Nzengue. Le président de la République n'agit pas in tutti personne. Lorsque le président de la République, c'est le président de la République qui a nommé. Ce n'est pas François Nzengue. François Nzengue est président de la République. Ça veut dire que si François Nzengue est amené à quitter le pouvoir avant le terme du mandat, mais ce mandat se poursuit. Sauf si vous êtes dans un pays où on aime l'expression de prise de pouvoir extra-constitutionnelle. Je vais parler de coup d'État.
Mais en République normale, le mandat se poursuit, même si M. François Nzengue n'est plus président de la République. Alors, Pierre Désiré, en dehors de... nous allons essayer de donner la parole à nos fidèles auditeurs qui s'agitent derrière la baie vitrée. Quid des sénateurs qui sont nommés par le président de la République au terme des sénatoriales du 30 janvier 2021. C'est le thème de cette émission controverse. Comme invité Pascal Koulou et Jonathan Toutoum. Le téléphone c'est le 011 114 40 53. 011 114 40 53. Appelez pour vos contributions et soyez courtois vis-à-vis de nos invités. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, à vos antennes, un auditeur en ligne, allô. Allô? Allô? Un auditeur en ligne. Un auditeur en ligne. Malheureusement, il n'a pas certainement le poste récepteur pour nous recevoir. Un auditeur en ligne, malheureusement, Pierre Désiré, notre auditeur semble-t-il noyé. Hein? Oui, en fait, on attendait la question de l'auditeur, mais c'était pour essayer de... On va extrapoler. Hein. Est-ce que le Sénat pourrait être encore appelé chambre haute du Parlement, dès lors que, un, les sénateurs seront nommés, et de deux, avec le triumvirat, hein, où il y aura 3 personnalités qui vont diriger le pays en cas de vacance du pouvoir. Bon, il faut déjà qu'on dise que le thème de cette émission, c'était le culte des sénateurs nommés. Oui, mais bon, je disais qu'on va je voudrais extrapoler. ajouter un élément à ce que le docteur Jonathan, vous savez, il y a des dispositions constitutionnelles. Le fait qu'il y ait un nouvel amendement ne modifie pas ou n'annule pas ce qui existe. J'espère que tous les Gabonais savent que le Sénat ne peut pas être dissous. Ça, vous le savez. Donc, ça veut dire qu'une fois le président nommé des sénateurs, ces sénateurs exercent leur mandat de manière régulière parce que la loi, comme on dit, il y a une hiérarchie de loi, il y a une hiérarchie de textes, toutes choses étant égales par ailleurs, donc aucun sénateur ne peut être démis pendant son mandat, sauf pour des raisons d'ordre judiciaire. Le cas de force majeure. Prononcé. Un auditeur en ligne, allô? Allô? Apparemment, c'est le même qui revient. Il ne dispose pas d'un poste récepteur pour avoir un retour d'écoute. Allô? Dommage. Nous allons continuer le débat. Pierre Désiré, Armando et Gozago. Une question de On a donc deux types de parlementaires. Certains qui sont élus, d'autres qui nommés. sont donc nommés. Deux types de sénateurs. Deux types de sénateurs, pardon. Donc deux types de sénateurs, ceux qui sont nommés et ceux qui sont élus. On parle de légitimité. Est-ce que les deux types de sénateurs se valent? Attends, moi je ne comprends pas. Pourquoi vous insistez sur nous la qualité nous persistons. de l'élu et la qualité du nommé? Nous avons des parlementaires dont les choix diffèrent, mais tous les deux exercent la même fonction. C'est à quoi qu'on a l'impression que le sénateur nommé serait en dessous du sénateur élu, qu'il exercerait une fonction haute qui ne cadre pas avec les missions de ceux des députés, des parlementaires de la Chambre haute. Je note simplement que tous font le même boulot pour être sains, tous participent au choix et à l'exécution des lois, tous participent de la même manière, avec la même rigueur, avec la même intelligence citoyenne à l'exécution de leurs tâches. Très bien. Une auditrice en ligne, allô? Allô? Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Les salutations s'adressent aussi à nos chers invités de l'émission de ce matin. Je posais la question de savoir, du moins partager ma préoccupation par rapport au nombre des sénateurs qui seront nommés par le président de la République sur les 52 prévus d'être la composante de l'une des chambres du Parlement. C'est combien qui seront nommés par le président? De manière à ce qu'on sache, par rapport aux élections, déjà aujourd'hui pour certains partis, il y a les primaires, de manière à ce qu'on sache que pendant les primaires, déjà, combien seront élus par les conseillers départementaux. Et nous voyons que déjà dans la répartition de ces sénateurs, j'ai suivi depuis ce matin, beaucoup l'ont relevé, il y a un déséquilibre par rapport aux différents départements de notre pays. Il y a des zones où nous avons beaucoup de départements. Il y en a aussi où il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai entendu qu'on n'a pas tenu compte de la population, alors que les données démographiques sont des données très importantes qui devaient être prises en compte dans la répartition des sièges et autres. Et il y a des lieux ou bien des provinces où nous avons des zones importantes
mais sans sénateur et même sans député, et pourtant la population y est. Donc c'est un problème. Mais j'ai entendu tout à l'heure que cette réflexion pourrait être envisagée plus tard. Mais c'est une réflexion très importante. Parce que quand on constate que certaines provinces ont plus de sénateurs, plus de députés que d'autres, ils représentent qui? Donc toute la population ne se sent pas représentée. Et la deuxième préoccupation que je voudrais partager avec vous, c'est qu'au niveau du Parlement, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore vu la différence de l'intervention entre l'Assemblée nationale et le Sénat, surtout en ce qui concerne l'adoption des textes, puisque c'est leur mission principale. Lorsque l'Assemblée a adopté, le Sénat fait comme si c'est entériné ce que l'Assemblée a adopté. Alors, où est la différence? Quel est le plus? Quelle est la valeur ajoutée de l'existence du Sénat? C'était même la première question de l'un des invités. Est-ce que c'est vraiment important qu'on ait un Sénat dans notre pays? Et notre préoccupation en écoutant les intervenants, c'est de faire la comparaison entre le Gabon et l'Angleterre. L'Angleterre, c'est un royaume. Le Gabon n'est pas un royaume. Donc faites des comparaisons avec les éléments qui peuvent être comparables. Merci. Merci. Merci, chère madame. Merci, chère auditrice. Juste autant de préciser qu'il n'y a pas encore eu élection des sénateurs. Hein. Aujourd'hui, ce sont des organisations internes propres aux partis politiques comme le PDG qui organisent ces primaires pour désigner les 52 candidats qui iront en compétition avec les autres d'autres partis politiques. Oui, c'était juste le temps de recadrer cette. On va essayer de voir s'il y a un autre auditeur en ligne avant de donner la parole à nos deux invités pour répondre aux préoccupations de notre auditrice. Allô? 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 Oui, allô? Oui, je viens intervenir à l'émission qui passe à ce moment à RCG. Oui, vous êtes déjà, monsieur. Là où il y a le professeur Jonathan et l'autre. J'aimerais préciser qu'ici, il y a une question de légitimité politique et non de légitimité politique. Si vous avez une légitimité légale, ça veut dire que c'est la loi qui a prévu, ici la légitimité dont nous évoquons, la légitimité politique, c'est la loi qui a prévu que le président de la République nomme les sénateurs. Par voie de conséquence, on va parler d'une légitimité politique. Et non d'une légitimité au sens comme si c'était direct. Dans notre mesure, lorsque sur le plateau, ils évoquent en disant tout simplement, que le président de la République nomme et que ceux-là, ces sénateurs qui ont été nommés par le Conseil, nous rendent compte à qui? Alors nous laissons entendre que ceux-là rendent compte ici directement au président de la République, ici directement. Par voie de ce fait, on dirait tout simplement dire qu'ils ont le pouvoir discrétionnaire du président de la République pour leur permettre, et il a l'intime conviction en la matière, il a l'intime, par son intime conviction, il peut dicter les règles. Maintenant, où l'important, c'est la valeur des sénateurs qui sont nommés. C'est cela. On ne va pas résumer tout un État par le fait du nombre de la population qu'on va ici nommer, on va combler. Nous disons, laissons les actes politiques à côté, allons-y aux actes légaux. Sinon la population va pouvoir, à tout effet, à toute intervention, les actes qu'on prend sont des actes politiques. Pour éviter la confusion, il y a des actes politiques, il y a des actes légaux qui confèrent de l'État et les actes politiques confèrent par les actions politiques, donc du pouvoir politique, parfois du pouvoir politique. Tous les actes du président de la République ne sont pas des actes légitimes. Donc je soutiens en ce moment sur le fait de la dame qui passait. Non, désolé, l'auditeur est parti sans dire au revoir. Hein. De toutes les façons, il a tout dit. Vous avez quand même entendu quelque chose. Oui, bon, donc que ce soit la réaction soit sur la dame, oui, sur le monsieur. L'auditeur qui vient de parler, les éléments sont simples. Premièrement, concernant le caractère des missions des sénateurs. Les sénateurs votent des lois. Les lois n'ont pas comme orientation de s'exercer sur une surface électorale de manière directe ou indirecte.
les lois s'exercent sur l'ensemble de la nation. Et le principe d'une loi, c'est qu'elle est d'ordre général et impersonnel. Donc on ne peut pas penser que, est-ce que ça ne favoriserait pas tel département au détriment de tel autre? Les sénateurs travaillent à la dimension, à la hauteur de la nation, parce que les lois qui sont votées sont des lois qui s'exercent sur l'ensemble de la nation. Leur deuxième fonction, c'est celle de contrôler l'action du gouvernement. Je crois que le gouvernement également travaille à la dimension, à l'échelle de la nation. Consentir l'impôt, mais il n'y a pas une collectivité, il n'y a pas un citoyen qui paye moins d'impôts par rapport aux impôts réguliers qui existent. Nous sommes tous, consignés aux mêmes responsabilités, aux mêmes engagements. Donc en termes d'exigence, je pense que n'allons pas inutilement nous poser des questions qui n'existent pas ou qui n'existeront jamais. Intéressons-nous au format nouveau qui existe et qui permet, je reste persuadé que c'est l'orientation que le chef d'État a prise, qui lui donne la possibilité de remettre au sein de certaines institutions des personnalités qui, comme je le crois, constituent la mémoire et le savoir-faire de nos institutions. Parce que vous savez, de manière tout à fait évidente, le premier problème qui est celui des jeunes nations comme le nôtre, c'est le renouvellement systématique des institutions. Du coup, on n'a pas souvent, je le dis comme ça, une forme de mémoire. Des gens qui encadrent, qui orientent et qui disent aux autres, attention, c'est le Gabon qu'on construit. Parce que la passion partisane, aux engagements politiciens, il faut de temps à autre donner à ceux qui ont des responsabilités beaucoup plus grandes de recadrer les uns les autres. C'est pour cela, aujourd'hui chez nous, et moi j'ai été heureux en parcourant les propositions des primaires au sein du PDG, de voir qu'il y a des mémoires, des personnalités qui sont là depuis la création du Sénat et qui font un travail excellent, et de constater même qu'il y a certaines zones où il y a des candidatures uniques. Bon, lorsque l'on prend tout ceci à l'échelle de la représentativité en termes d'élus locaux et de notre pays, ben, on se dit ça va être un challenge entre PDGistes. Et je crois que l'arbitraire du chef de l'État, que ce soit dans le cas de son parti, que ce soit en surplus des sénateurs à nommer, va nécessairement nous conduire vers un meilleur regard de l'actif citoyen, de l'engagement politique. Monsieur Ntoutoumbo, est-ce que la nomination des sénateurs n'est pas faite en prévision du triumvirat? Non, moi, je ne vois pas très bien le lien. Le lien. Le triumvirat, c'est une équipe de 3 personnes, dont le président du Sénat. Je pense que quand vous posez des questions, vous nous laissez le temps de répondre, parce que la pensée est une chaîne. Quand on a commencé à répondre, et si vous arrivez à nous interrompre, je pense qu'on se perd. Et je pense aussi qu'un débat aussi important que celui que nous sommes en train de mener mérite d'être dépassionné. Je le dis même aux auditeurs qui sont intervenus tout à l'heure, on est écouté par tout le Gabon, et lorsqu'on débat des questions sérieuses qui engagent la vie de la nation, il faut éviter la passion. Je disais que le triumvirat, c'est un ensemble de 3 personnalités qui sont chargées d'assumer les charges de l'État en cas de vacances temporaires ou définitives du président de la République, selon la modification de la Constitution. Il s'agit du président du Sénat, il s'agit du président de l'Assemblée, il s'agit du ministre de la Défense. Mais maintenant, la question que vous posez, est-ce que le fait de nommer les sénateurs n'est pas en rapport avec le triumvirat? Je ne vois pas très bien le rapport politique. On pouvait avoir un triumvirat sans qu'on ait avoir à nommer des sénateurs. Ça a été le choix du législateur, ça a été le choix de ceux qui ont fait ce projet, ceux qui ont proposé ce projet de modification de la Constitution. Donc, de ce point de vue, le triumvirat peut avoir été décidé sans qu'on ait à nommer des sénateurs. Donc, je ne vois pas très bien le lien qu'il y a entre ce triumvirat qui intéresse tant le commun des Gabonais et la nomination des sénateurs. Je vais peut-être faire une esquisse. Les sénateurs nommés, parmi les sénateurs nommés par le président de la République, l'un d'eux est président du Sénat, et vous allez voir maintenant le lien. Vous voyez le lien un peu? Mais si l'un d'eux est président du Sénat, ça ne change en rien, comme si on prenait le président du Sénat parmi les sénateurs élus. Je ne vois pas en quoi il y a fondamentalement une différence entre un sénateur élu, un élu au suffrage universel indirect, et une nomination. Pourquoi? Mais enfin, je ne sais pas. Pourquoi les gens veulent dénier la fonction de nommer au chef de l'État? Mais pourquoi les gens ne se posent pas la question, pourquoi c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre? Pourquoi c'est le président de la République qui nomme le chef d'état-major des armées?
pourquoi c'est le président de la République qui nomme les ministres? Peut-être parce que notre référence institutionnelle, c'est la France, et que malheureusement, ça se passe comme ça en France. Est-ce que pour autant, parce que le président de la République nomme le gouvernement, que ce gouvernement n'est pas légal et légitime? Et pourtant, c'est un gouvernement légitime, puisqu'il a été nommé par le président de la République, qui lui tire sa légitimité populaire de la population au terme de l'élection. Monsieur, c'est ce lien qu'il faut considérer. Donc, vouloir faire absolument une différence entre un sénateur nommé et un sénateur élu me paraît un peu difficile à comprendre. Et puis, non, je voudrais au format du rapidement, nous allons donner la parole aux auditeurs. Qui gère nos institutions. Nous sommes dans une république. C'est le choix majoritaire des partis. Donc, le président de l'Assemblée ne peut pas être nommé sans l'avis du chef de l'État parce qu'il fait partie de sa majorité. Le président du Sénat sera nommé avec avis du chef de l'État parce qu'il fait partie de sa majorité. Nous allons prendre l'auditeur en ligne, Pascal Kourou. Nous allons prendre l'auditeur en ligne. Allô? 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 Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, les débatteurs. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ma question s'adresse à monsieur Toutoum Ngom. Vous qui avez été au gouvernement, est-ce que vous avez une idée de ce que gagne un sénateur, ses émoluments? Parce que, à vous entendre dire, il n'y a pas d'incidence économique. Mais un sénateur peut payer 2 fonctionnaires en A1, 3 fonctionnaires en A2, 6 fonctionnaires en B1, 10 fonctionnaires en B2 et C. On a bloqué les recrutements, les avancements, les reclassements, les recrutements, les rapports. Parce qu'il fallait faire des économies. Attendre que l'économie se porte bien pour en faire réouvrir ces reclassements et ces avancements et les rappels. Combien gagne un sénateur? Parce que si on ajoute des sénateurs, il y aura forcément une incidence. Le coût financier. Monsieur Toutoum Ngom, ancien membre du gouvernement, votre question, ma question vous est destinée. Merci. Merci. Je ne sais pas si c'est un secret. Merci à mon compatriote qui m'adresse personnellement sa question en tant qu'ancien membre du gouvernement. Malheureusement, je pourrais décevoir notre compatriote parce que ce n'est pas au gouvernement, en qualité de ministre, que je vais scruter les salaires des parlementaires. Ce n'est pas mon rôle. En même temps, j'ai envie de dire que le président de la République et le Premier ministre sont quand même les personnalités les mieux entourées en termes de veille économique et veille financière. Et de ce point de vue, si le président de la République engage une réforme comme celle de pouvoir nommer un certain nombre de sénateurs, ça veut dire qu'en amont, une étude a été réalisée pour tenir compte du coût financier. Je ne connais pas une personnalité qui soit mieux entourée, très entourée au niveau de notre État que le président de la République et le Premier ministre. Et lorsqu'une réforme dans ce sens, de ce genre est engagée, ça signifie qu'en amont, il y a eu des études sérieuses pour voir quel serait l'impact économique et financier d'une telle réforme. Enfin, je suppose. Mais je suis incapable de dire aujourd'hui combien gagne un sénateur. Je n'ai pas siégé au gouvernement ensemble que les sénateurs, et même si je l'avais fait, vous savez que les éléments salariaux sont des éléments strictement personnels, donc je ne vois pas en quoi je saurais combien gagne un sénateur. Vraiment, sincèrement désolé, chers compatriotes, je ne peux pas savoir au jour d'aujourd'hui combien gagne un sénateur. C'est peut-être vous qui le savez, qu'il peut payer 2 fonctionnaires en A1, 3 fonctionnaires en B2, mais moi je ne saurais vous le dire. Un auditeur en ligne, allô? 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 C'est bonjour? Allô? Bonjour. Bonjour. Vous êtes en ligne, monsieur? C'est Paulin Ondo. Oui. Paulin Ondo. Le Gabon, par rapport à la population, nous n'avons pas besoin pour le moment de 2 chambres parlementaires. Si nous n'avons que les députés, on peut comprendre. Parce que dans nos familles, on engorge maintenant les chômeurs. Les enfants qui ont fait l'école, aujourd'hui, ils sont à la maison. Imaginez à peu près la masse salariale qui couvre les sénateurs.
On n'a pas besoin de sénateurs au Gabon pour le moment. Et ce qui revient sur la nomination, le président n'a pas besoin de nommer. Il a un parti d'où il y a la majorité présidentielle. Il y a la majorité présidentielle qui peut lui rendre compte. On n'a pas besoin des sénateurs nommés. Merci Poulain Ondao. Vous n'avez pas besoin de sénateurs nommés, tout comme vous n'avez plus besoin du Sénat. Pascal Koulou, Jonathan Tout, oui, un auditeur certainement en ligne. Nous courons déjà petit à petit vers la fin de l'émission. Oui, allô? Moi, je dirais que si aujourd'hui le Gabon est sur cale, c'est parce que tout le monde est chef. Au Gabon, nous avons les ministres, les sénateurs, les députés, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les maires, ne citer que ceux-là, pour une population de 2 millions d'habitants. Donc, ces institutions amassent la moitié de la population du Gabon. Qui gère qui? Ces institutions sont quoi pour le reste de la population qui souffre? Merci. Merci beaucoup, cher auditeur. Malheureusement, le temps qui nous est imparti tire déjà presque à sa fin. Question à nos deux invités. On va prendre le dernier malheureusement. Le dernier auditeur en ligne. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, vous êtes déjà en ligne. Oui, c'est M. Ngenkouna. Je voudrais vous demander quelque chose. Vous qui êtes sur le plateau là, vous êtes des compatriotes. M. Ndoutoungo m'a dit tout à l'heure pas de passion. Mais comment vous pouvez nous dire pas de passion? Vous voyez ce qui aujourd'hui est en train de préoccuper l'actualité? Les sénatoriales. Les Gabonais ont faim. Les Gabonais sont au chômage. Les Gabonais meurent dans les hôpitaux parce que les hôpitaux n'ont pas de plateau technique. Qu'est-ce que ces gouvernements font? Mon Dieu, pour être préoccupés, les Gabonais avec les histoires de vote, encore vote d'élection, tout ça, c'est ça qu'on mange? Est-ce que c'est ça qu'on mange? Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est ça qu'on mange? Vous dites pas de passion. Qui lui a encore donné cette idée de nommer les sénateurs? On lui a donné l'idée des agences. Échec. On lui a donné l'idée d'ingénieur métier. Échec. Quelqu'un lui a donné l'idée de la PIP. Échec. Quelqu'un lui a donné l'idée de je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est l'idée de nommer les sénateurs. Les Gabonais ont faim. Si vous ne savez pas à quoi vous devez vous occuper, occupez-vous de donner à manger aux Gabonais, de donner du travail aux Gabonais et de faire en sorte que le Gabon soit le Gabon de nous tous. Laissez-nous avec les histoires de vote, etc. Parce que ce n'est pas ça qui changera le quotidien du Gabonais. Nous sommes fatigués. Merci. Merci, cher auditeur. Pascal Kourou, Jonathan Toutou, malheureusement. Je note que. Oui, malheureusement, il y a un peu de la passion. Qui sont des préoccupations citoyennes. Il est évident que lorsqu'on les écoute parler, il y a une constance qui revient. C'est celle de voir l'action politique adhérer à l'attente des populations. Je crois que celui qui est le premier qui répond de manière parfaite à cette situation, c'est le chef de l'État. Si les uns les autres ont bien écouté le discours de vœux qu'il a prononcé il y a quelques semaines, il était au fait de cette situation qu'il faut accélérer les choses. Mais il faut également noter le contexte global qui est celui du monde aujourd'hui. C'est un contexte difficile sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan politique. Mais il ne faut pas, et c'est cela justement le danger, il ne faut pas aliéner ce qui donne la force aux citoyens parce qu'on veut régler des problèmes circonstanciels. Les institutions font partie de l'intemporalité de l'État et de la nation. Elles participent à lui donner l'essence même de ce pourquoi le citoyen peut en tout temps et de manière permanente revendiquer sa nature, son objet et sa raison d'être. Parce que justement, il y a des institutions. Je dis aux compatriotes qui nous écoutent maintenant, l'objectif n'est pas de les persuader de ce que c'est bien ou c'est mauvais de faire nommer ou pas les sénateurs. L'objectif est de dire, nous allons vers un nouveau format de gestion d'une institution. Ce format doit répondre à l'attente des populations. C'est ce que le président de la République dit, c'est ce que tous les citoyens disent. Je ne vois pas qui dirait le contraire ou qui souhaiterait autre chose que cela. Alors, Ndoutoungo, est-ce que, avec la nomination des sénateurs, le Sénat voudrait encore son appellation de chambre haute? Mais absolument, je ne pense pas qu'il y ait classification du rang occupé par le Sénat. À partir du moment où on nomme des sénateurs, ce n'est pas parce que les sénateurs sont élus que le Sénat est devenu la chambre haute. Non, le Sénat est devenu le Sénat est la chambre haute par
décision institutionnelle. Ça veut dire qu'on a voulu que ce soit la haute chambre du Parlement et que l'Assemblée soit la chambre basse. Mais ce n'est pas parce qu'on nomme ou on arrive à désigner par élection les membres qu'on est forcément chambre haute ou chambre basse. Ça n'a pas de lien. La chambre haute, c'était aussi le fait que, en cas de vacances, c'est le président du Sénat qui devait assurer l'intérim. Mais, attends, vous liez le fait d'assurer l'intérim à la classification des chambres. Là aussi, je ne pense pas. Non, vous savez, dans un système bicaméral, Parlement à 2 chambres, le Sénat a toujours été la chambre haute et l'Assemblée la chambre basse, tout simplement. Mais je complète, puisqu'on est presque à la fin, oui. pour dire que nous comprenons les préoccupations de nos compatriotes, qui sont aussi nos préoccupations, parce que tout acteur politique fait aussi partie de la population. Et partout dans nos familles, nous rencontrons les mêmes difficultés. Ça ne sert à rien d'être un homme politique ou bien un fonctionnaire dans une famille où il y a 1000 chômeurs. Sinon, vous n'allez pas avoir un fonctionnement optimal par rapport à vos revenus. Donc, de ce point de vue, je pense que ce sont là les préoccupations de tout le monde. Il faut qu'il y ait création d'emplois, il faut qu'il y ait construction des routes, il faut qu'il y ait l'existence des hôpitaux. Et ce sont toutes ces tâches auxquelles s'attellent les institutions de l'État, notamment le gouvernement, et peut-être pour un meilleur contrôle, les 2 chambres du Parlement. Et de ce point de vue, je pense que la vie politique n'est pas seulement animée par des acteurs politiques, excusez-moi de la répétition. Et donc cette disposition qui permet aujourd'hui au président de nommer un certain nombre de sénateurs pourrait permettre donc au chef de l'État de prendre aussi des éléments de la société civile qui pourraient bien exprimer les préoccupations du peuple, si tant est que ces populations ne veulent plus faire confiance aux gens qu'ils ont élus, notamment les conseillers municipaux qui deviennent des sénateurs par élection. Et donc de ce point de vue, cette disposition pourrait permettre au chef de l'État d'aller puiser pour renforcer le dispositif au niveau du Sénat, pour relever les débats au niveau du Sénat, faire en sorte que les couches sociales qui ne peuvent pas accéder au Sénat par mot d'élection y accèdent par voie de nomination. Ce n'est que justice aussi. Sinon, par exemple, prenez le cas des populations qu'on appelle, bon, pour moi improprement, les populations autochtones, on appelle vulgairement les pygmées. Mais le chef de l'État pourrait faire en sorte que cette couche de minorité visible soit présente au Sénat. Vous avez aujourd'hui le cas, par exemple, la question du genre. Vous savez que si vous regardez aujourd'hui tous ceux qui ont été élus, vous remarquerez que les compatriotes femmes sont en nombre inférieur. Et le président de la République, pour des questions de genre, qui sont une des exigences de la communauté internationale, pourrait faire en sorte que le président de la République nomme un certain nombre de femmes pour relever le nombre de nos compatriotes. Oui, un homme politique qui est passé ici avec la proposition même de nommer les gens de la diaspora. Oui, vous avez la diaspora. Il ne faut pas négliger nos compatriotes qui vivent à l'extérieur. Vous avez une communauté, par exemple la communauté des personnes handicapées, 22 000 personnes au niveau du Gabon. Le président de la République pourrait faire en sorte que, en plus du Conseil économique et social où ils ont pu obtenir un siège, que cette communauté des personnes handicapées soit aussi représentée au Sénat, toutes choses qui permettent donc au président de la République de valoriser les minorités visibles. Tout comme certains partis politiques qui ont des difficultés, par exemple, à pouvoir faire élire, peut être par la politique de la proportionnelle, peut faire en sorte que certains partis politiques qui animent aussi notre vie institutionnelle... Une sorte de discrimination positive. Vous m'aviez donné le mot, une espèce de discrimination positive. Non, je ne vois pas en quoi forcément nommer un sénateur serait une mauvaise chose en soi si cela permet au président de la République de corriger certains déséquilibres géopolitiques et culturels dans notre pays. Pascal Kourousse, à la fin de l'émission, votre mot de fin, rapidement. Je crois que Jonathan tout m'a parfaitement résumé la situation. La nomination des sénateurs va naturellement, je crois, quand on regarde les actes posés par le chef de l'État, dans une mesure de procéder à une sorte de rééquilibrage et de représentativité qui soit à la fois sociale et même peut-être politique. Il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter. Il faut regarder aux différents textes et lois organiques qui vont être pris pour voir exactement quelles sont les dispositions et le cadre de nomination accordé au chef de l'État pour ces sénateurs qui vont être nommés. Oui,
des sénateurs qui seront nommés par le président de la République. C'est le thème de cette émission controverse qui s'achève. Comme invité Pascal Kourou, président du BDC, Bloc démocratique populaire, et bien entendu Jonathan Ntoutoumgom, il est porte-parole de Démocratie Nouvelle. L'émission s'achève. Merci à Pierre-Désiré Verina, merci à Armando Egozogo. On se retrouve samedi prochain et c'est la fin de cette émission. Restez toujours fidèles à nos programmes. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.